Alors, je suis toujours évidemment au centre hospitalier de Montfavet. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'inauguration de Camille Claudel. Hein, c'est intéressant parce que c'est une commémoration plutôt de toute l'œuvre qu'elle a eue. Et puis, il faut lui rendre hommage. Hein. C'est un jour béni aujourd'hui pour elle. J'espère que de là où elle se trouve, elle nous voit. Et puis, à côté de moi, celui qui est un peu à l'origine de cette inauguration. En plus de Giuseppe, qui lui a amené l'œuvre, évidemment, mais ça a été un petit peu le fruit de la rencontre entre André et Giuseppe. Alors, André, bonjour d'abord. Bonjour. Alors, dites-moi, alors là, c'était comment ça s'est passé votre rencontre avec Giuseppe? Ça a été, vous l'avez pris pour un marrant au départ? Comment ça marche? Non, je ne l'ai pas pris pour un marrant. Il y a environ 2 ans, des amis m'ont demandé de rencontrer une personne qui est en grande difficulté depuis plusieurs années pour faire valoir ses droits sur une œuvre, un moule qu'il a découvert, acheté dans un atelier de Carrare et comme étant authentifié comme étant un moule réalisé par Rodin en 1887. Je découvre par de longues discussions au téléphone avec M. Marton et qu'il est au milieu d'un imbroglio juridico-artistique et politique. Et politique. Et il me demande si on peut se voir, me disant que peut-être qu'avec moi, il aurait une solution. Et donc, notre rencontre s'est faite quelques jours plus tard. Et là, les choses ont démarré pour bâtir au moins d'abord une stratégie au regard de la compréhension que je pouvais avoir du problème. Et ensuite examiner avec le directeur de l'établissement si nous pouvions et dans quelles conditions nous pouvions nous engager. Oui, parce que vous prenez des risques là ? On prenait des risques dès lors que l'œuvre que possède M. Marton est une œuvre qui est contestée par le musée Rodin, qui existe sous mandat de l'État. Oui, mais d'accord, mais ici, on vous risque rien, là. C'est une reproduction. Ici, c'est la reproduction d'une œuvre. Et vous ne donnez pas des comptes au musée Rodin pour ça ? Pour l'instant, pour ne rien vous cacher, j'ai eu quelques retours du musée Rodin qui me laissaient à penser qu'ils m'attendaient au coin du bois. Ah, voilà, ça y est, ça continue, voilà. Hein. Quand je disais tout à l'heure avec Giuseppe que c'était un sujet totalement explosif, et vous me le confirmez ? Je pense que ça peut être un sujet explosif, mais bon, je pense que de toute façon, on n'éteint pas un volcan avec un arrosoir, hein, Mais comment un musée peut s'arroger le droit de revendiquer une œuvre qui ne lui appartient pas au départ, hein, c'est pas parce qu'on est signé Rodin, musée Rodin, qu'on a le droit de dire ça m'appartient. Non, ça appartient pas au musée Rodin. Après tout, ça a été découvert par Giuseppe en Italie. Il en a fait une reproduction, il y a mis tout son art, tout son talent, il y a mis les mains, il a appris à modeler l'argile, il a fait des boulettes. Et bien là, c'est une autre boulette, c'est la boulette de l'État là qui ne comprend pas. Qui ne veut pas comprendre. C'est-à-dire que je pense que le musée Rodin a dû rapidement s'apercevoir qu'il lui manquait une œuvre à son tiroir. Et que donc le musée pouvait, par une stratégie d'appropriation, pouvait devenir le propriétaire de cette œuvre et en faire après un peu ce qu'il voulait. Oui, c'est-à-dire de la reproduction à grande échelle sur la planète entière et gagner beaucoup d'argent. Voire de la reproduction à très petite échelle. Hein. Oui, alors là, encore plus d'argent. Encore plus d'argent. Voilà, donc on est au milieu de ça, mais il faut savoir que l'œuvre que nous avons dévoilée ce matin a fait l'objet d'une donation. C'est-à-dire que l'établissement n'est pas engagé financièrement dans cette affaire. Donc nos services juridiques nous ont guidés, le directeur et moi, dans la bonne posture à avoir. Et nous avons pris une délibération pour accepter cette donation de la part de M. Marton, sans évaluation de prix,
Et cette délibération a été validée par les services de l'État dans le cadre du contrôle de légalité, puisque toutes les délibérations qui sont prises dans des établissements de ce type sont soumises au contrôle de légalité de l'État. Donc le contrôle a été fait, l'État nous a c'est validé, il n'y aura pas de contestation future possible? Il n'y aura pas de contestation sur la démarche que nous avons enclenchée. Après, ceci dit, moi, ça ne me déplairait pas qu'il y ait un petit débat national, voire international. Alors attendez, nous connaissons André ici. André Castelli adore le combat. J'adore cet homme aussi. Alors dites-moi, on va revenir un petit peu quand même à Camille Claudel, si vous permettez, parce que cette personne a été enfermée pendant 35, 37, je sais plus. 30 ans ici, hein. Alors, 30 ans en tout. 30 ans en tout. Alors, on peut dire aussi que, notre ami Rodin l'a laissé faire, hein, ça l'intéressait, que c'est Paul, son propre frère et sa propre mère qui l'ont laissé dans cet état de dénuement et d'enfermement brutal et total. Vous avez dit, tout à l'heure que Camille Claudel n'a eu un sort qu'elle ne méritait pas. Vous l'avez dit, mais vous l'avez dit avec une telle fermeté, c'était poignant. Et vous avez ajouté ce qui nous interroge sur notre propre folie. C'est beau, ça? Oui, je pense que la folie est un mouvement mental qui continue à interroger les hommes modernes, hein. Et c'est une interrogation à laquelle on n'a toujours pas vraiment trouvé de réponse. Selon les civilisations, parfois, celui qui est considéré fou est roi dans son village. Exactement, hein. C'est pour ça que je parle de l'homme moderne. Hein. Oui. Parce que, donc, il y a beaucoup de théoriciens qui ont écrit sur ces questions, mais notamment Michel Foucault, et qui n'hésitent pas à dire, en fait, que dans l'approche de la folie, bien souvent, les fous sont ceux qui décrivent la folie chez les autres. Et donc, comment dirais-je, il y a une manière de se départir de cette difficulté, et d'autres écrivains l'ont dit, c'est d'être en capacité de laisser se libérer les émotions, les énergies, la créativité, la sensibilité de personnes qui, pour autant que leur expression nous est inaccessible, notre regard sur le respect et la dignité fait qu'elles émergent dans des mouvements qui nous surprennent agréablement, qui nous interroge, parce que ce qui nous est présenté, on se dit, je n'aurais jamais été capable de le faire. Donc Camille Claudel n'a pas échappé, de mon point de vue, à cette mécanique-là. Ça a été une immense créatrice. Elle a un triple malheur dans sa vie, de mon point de vue. C'est celui d'avoir perdu son père, qui était le seul être vivant autour d'elle et dans sa sphère, qui croyait profondément à l'art qu'elle était en train de porter dans sa jeunesse, à l'âge de déjà 13, 14 ans, 15 ans. Camille Claudel mettait, comme on dit, les mains dans la glaise, et elle montrait une capacité à transposer des visions autour d'elle dans de la sculpture. Après, elle a eu comme difficulté sa rencontre avec Rodin, qui immédiatement s'aperçoit de sa grande qualité, de sa grande force, de sa grande capacité, notamment à travailler le geste, les mains et les pieds. Et il apprend comme apprenti dans son atelier, oui, puisque c'était ça la manière de fonctionner des ateliers pour les grands sculpteurs, voire les grands peintres. Mais leur relation était fusionnelle, à votre avis? Je pense qu'elle a eu une relation après fusionnelle avec Rodin. Elle a été une amante forte de Rodin, ça fait pas l'ombre d'un doute, mais Rodin... Oui, puis Rodin, évidemment, il préférait certainement cette jeune femme à la sienne propre. Voilà. C'est ce qu'on raconte un petit peu dans les salons. C'est ce qui se dit, mais après... voilà. Après, un autre obstacle, le troisième obstacle qui a été celui de Camille Claudel... De son propre génie, vous voulez dire?
Du propre génie de Camille Claudel oui, par de son rapport à propre- Rodin, c'est ça? Oui, je pense ça aussi. Oui. Oui. Son propre génie, c'est son frère. Hein. C'est Paul. c'est Oui, c'est Paul. c'est- Et sa mère, et sa mère. Ah ben oui, après c'est sa mère, mais le frère aurait pu être un frère tempérant, un frère accompagnateur, un frère humble, et il choisit le camp de sa mère, effectivement. Voilà, c'est terrible. Et il choisit le camp de sa mère, et il ne choisit pas le camp de son père. Et Paul Claudel a des ambitions personnelles, et il comprend assez rapidement qu'une sœur qui pourrait avoir une telle notoriété au regard de son génie, eh bien, pourrait lui faire un peu ombre, quoi. Voilà, tous les cahiers volés, hein, tous ces cahiers qui ont des manuscrits, enfin, qui ont été volés. Alors donc, ici, votre but, André, c'est quoi? Bon, lui rendre hommage, ça c'était ce matin, mais ça veut dire qu'on peut accueillir un public? Ah ben bien sûr, mais l'hôpital est ouvert au public. Hein. Écoutez, oui, non, mais c'est intéressant, c'est des questions qui paraissent bêtes, qui pour vous, c'est naturel, votre réponse est naturelle, mais pour nous, c'est vrai qu'on ne va pas dans un hôpital, on n'aime pas trop ça en réalité, mais l'initiative est formidable. Mais il faut relayer l'information de façon à ce que les gens savent qu'ils peuvent venir dans un hôpital pour cette œuvre-là. Mais je suis pas persuadé que dans tous les hôpitaux de France, il y ait des musées à ciel ouvert ou des musées fermés. Je n'en sais rien. Ah ça, non, on peut considérer que c'est une pratique relativement contemporaine. Hein. Mais à l'hôpital de Montfavet... Combien d'hectares ici? C'est immense, non? Oh là là, l'hôpital... Ça date de quand? Pardon, je vous ai coupé. 1868. Tiens, 1868. Le site fait, à mon avis, plus de 50 hectares. Hein. C'était religieux ici avant, non? Oui. Tiens, moi j'y ai pensé parce qu'on voit l'église, on voit beaucoup de choses, enfin, des éléments distinctifs de la religion. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que depuis une petite trentaine d'années, se sont développées des pratiques artistiques dans cet établissement. Moi-même, j'y étais puisque j'ai travaillé pendant 10 ans dans un atelier d'écriture. Mais il y a un très très bel atelier qui est l'atelier Marie-Laurencin où se pratique la peinture et la sculpture et qui sont des lieux d'épanouissement créatif. Formidable. Il y a un théâtre, hein, je vous signale qu'il y a un théâtre aussi. Voilà, il y a le théâtre de l'autre scène, il y a les ateliers de décor, par exemple aussi, les ateliers de vêtements. Voilà, il y a comme ça une multitude d'ateliers qui permettent à des personnes qui, pour autant qu'elles soient dans de la prise en charge de soins, eh bien, mettent en mouvement leur propre créativité, leurs propres émotions. Vous vous rendez compte, ça donne envie d'y venir. Bon, attendez, non, je plaisantais évidemment. Mais oui, parce que c'est un encadrement. Oui, on est tous un peu fada quand même, comme vous le disiez tout à l'heure, hein, le fil entre la folie ou la non-folie, où est-il, où ça se situe. On n'en sait trop rien. Puis nous, les artistes, nous sommes un petit peu confrontés au vide de chaque côté. Hein. Donc voilà, on n'est pas encore tombé. Ça va. Hein. Bon, mais moi, je vous remercie. Je vous remercie parce que vous êtes un être délicieux, passionné par tout ce que vous faites. Non, mais il faut le dire. Vous n'êtes pas passionné par tout ce que vous entreprenez. On vous connaît ici sur Avignon. Alors moi, et je vous aime infiniment. La seule particularité à laquelle je tiens, c'est qu'il faut que vous sachiez, parce que effectivement, je suis de plus en plus hyperactif, ce qui n'est pas sans me poser des problèmes, mais je le fais avec humilité et sincérité. On vous connaît aussi sur ce plan-là, c'est vrai. Merci André. Alors écoutez, moi, c'était Pierre-Patrick, vous le savez, hein, pour Tête d'Ail, Art Média et pour Friendly Radio. Je relayerai l'information également sur le journal Regard, mais cela après le festival. Vous nous comprenez parce que c'est vrai que nous avons beaucoup de travail en ce moment. Je vous aime, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. On vous applaudit, voilà. Voilà, c'est bien, ça suffit, arrêtez, comme je suis pas sourd. Bon, ça va.